Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Florenti. Bonjour Élodie. Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Élodie, tu es coach en business et tu accompagnes les femmes entrepreneurs à oser être afin qu'elles bâtissent un business vibrant et magnétique en accord avec leurs valeurs. Tu es la créatrice du site Choisir de réussir et tu as collaboré avec plusieurs coachs connus comme Martin Latulippe, Paul Pironnet, Laura Massy et bien d'autres. Tu es aussi la créatrice d'un groupe de femmes entrepreneurs sur Facebook qui se nomme les Wonder Business Women, un groupe motivant et très actif. Alors, voilà pour cette petite introduction. Je vais te laisser te présenter, nous expliquer quel a été ton parcours et comment tu en es venue à l'entrepreneuriat. Alors, me présenter, je vais la faire brève parce qu'il y en aurait beaucoup à dire. Donc, je vais pas prendre toute l'interview pour me présenter, mais enfin, en gros, moi, j'ai démarré mon activité après avoir été responsable de bloc opératoire. Un métier qui m'a vraiment passionnée. Ça a été vraiment une belle aventure pour moi. Cela dit, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est intéressant pour toi que j'en parle là tout de suite, maintenant ou aujourd'hui dans cette interview. Mais enfin, les choses ont fait que voilà, il y a eu un décès dans le bloc opératoire où j'ai été donc accusée d'être la responsable de ce décès. Et ça a complètement chamboulé ma vie, ça a complètement transformé parce que j'ai envie de te dire, c'est à cause et grâce à ça qu'aujourd'hui je suis là. Voilà, c'était un moment extrêmement difficile pour moi de prouver que je n'y étais pour rien dans ce décès, mais surtout, il y a cette notion de responsabilité de sa vie qui est venue me chercher de très loin. J'étais responsable de bloc opératoire et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, c'était pas encore posé, il n'y avait pas encore de mots, mais qu'en réalité, tout ce que j'avais fait ne me rendait pas responsable de ma vie. Ça veut dire, on aurait dit que j'étais pas maître, que ce qui était tout autour de moi, en fait, ça conduisait ma vie. Je n'arrivais pas à en être maître et ça a été vraiment un gros bouleversement pour moi, un gros déclic qui a fait que je me suis dit, ça suffit. Si à partir d'aujourd'hui, je dois être responsable de quoi que ce soit, c'est certainement d'une chose essentielle, c'est de moi et de ma vie. Plus jamais personne ne me rendra responsable des choses que je n'ai pas faites. Donc, à partir d'aujourd'hui, le salariat, bye bye. Voilà, et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Alors, honnêtement, j'ai envie de te dire presque au pif. Oui. Parce que quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait une espèce de burn-out mélangé une dépression. Je ne saurais même pas te nommer ce que c'est. C'est-à-dire, je suis rentrée chez moi. Pendant 6 mois, je suis restée enfermée. Je ne pouvais plus sortir. Je ne pouvais plus voir les gens. Je ne pouvais plus voir l'extérieur. J'étais écœurée de la vie. Mais voilà, ce qui fait que pendant ces 6 mois, j'avais qu'une occupation, c'était acheter des fringues sur Internet. C'était le seul truc qui me faisait vibrer. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est dingue ça quand même. Si moi, j'achète des fringues sur Internet, je ne dois pas être la seule. Je te parle on est en 2003 là, 2003-2004. D'accord. C'était les tout débuts du e-commerce. Oui, les tout débuts Vraiment quoi. Et je me suis dit, tiens, je veux être à mon compte. Je vois que moi, je suis hyper active dans ce genre de truc. Je ne dois pas être la seule. Et si je faisais pareil? Donc, je me suis lancée, mais vraiment, je ne me suis pas posé plein de questions, quoi. C'était une évidence. Je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi. Et je me suis lancée là-dedans. Et ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas du tout, en fait. Et puis voilà, petit à petit, l'entreprise a grandi. Elle a duré 10 ans. Et puis après, je te la fais très brève, au bout de quelques années où on a éclaté à tous les niveaux. J'étais seule avec mon mari. On a commencé par embaucher une personne, etc. Et puis après, on a ouvert un magasin en physique. Et puis après, on a ouvert une boutique en ligne. Et puis après, ça a grossi. Et puis quand ça a bien grossi, je me suis rendu compte que c'était pas ma vie. D'accord. Encore une fois. Enfin, pas de la même manière, mais encore une fois. Oui, mais encore une fois, on peut le dire. Et ça aussi, c'est venu me chercher, tu vois, Linda, parce que je me suis dit, mais en fait, tu fais des trucs qui, tu as l'impression que ça t'anime, mais c'est pas ça. C'est presque ça, mais c'est pas ça. L'hôpital, c'était presque ça, mais c'était encore pas ça. Tu vois, bien sûr qu'il y a eu des événements qui ont déclenché mon départ, mais
même si ça n'avait pas été le cas, je ne pense pas que je serais restée non plus. J'aurais peut-être duré plus longtemps, mais je ne serais pas restée. Voilà. Donc, et là, on commence à te dire que tu es instable en fait. Tu sais pas où tu as mal, tu fais un métier, puis d'un coup, tu fais 4 ans d'études, tu passes un diplôme d'étape, tout ça pour rien. Et puis après, tu ouvres une entreprise, tu l'as fait monter au summum, et puis après, encore pour rien, mais tu vas passer ta vie, ma pauvre, à faire de la merde, hein, on va se le cacher. Mais quand on comprend la base, la source, c'est pas qu'on l'a fait pour rien, c'est que moi, tout ce que j'ai appris et tous mes échecs, hein, qu'on peut appeler ça échecs, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc, merci la vie, quoi, après tout. Oui, ils t'ont permis d'avancer et de finalement trouver au final ce qui vraiment absolument, absolument. Tu sais, si on ne prend pas sa boussole et qu'on la met pas un petit peu dans tous les sens pour trouver son chemin, c'est pas au pif qu'on va le trouver. On a de rares chances de le trouver. Par contre, même si on sait pas trop se servir de sa boussole au début, hein, quand on est par rapport à mes passages à moi personnels, même si tu sais pas trop t'en servir, tu sais que tu y vas. C'est pas exactement pile poil là où ça doit aller, mais tu y vas. Et ça a pris la bonne direction, quoi. Exactement, exactement. Ok, super. Alors, quand on débute, on s'inspire des autres et de ceux qui ont réussi, forcément. On va regarder leurs vidéos, etc. Et puis quelquefois, ou même d'ailleurs souvent, on se perd à regarder les autres. Alors, selon toi, comment s'inspirer des plus grands sans tomber dans l'excès et perdre son authenticité? Parce que ça, c'est un grand souci, je trouve, au début, en tout cas. Comment te dire, il y a un mot qui me vient plus que les autres, c'est apprendre à se connaître. Il y en a plein, moi je suis confrontée à plein de femmes que j'accompagne et qui sont exactement dans cette perspective-là. Alors, je ne les accompagne pas uniquement pour ça, mais ça fait partie du package. Oui, il y a plein de femmes qui en fait sont tellement fascinées par le succès des uns et des autres. Donc, voient des vidéos, des podcasts, des articles de blog, des interviews, des séminaires, des conférences, lisent des livres, etc., qu'elles se disent que la voie secrète, la voie royale, c'est celle-là. Mais sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et c'est normal. Pourquoi ? Tu le dis toi-même, en gardant son authenticité. Mais si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne te connais pas, comment veux-tu être authentique ? Donc déjà, c'est le premier frein de base, il est là. Et le second, c'est que comme tu ne te connais pas et que tu admires ces gens en face qui ont, eux, par contre, ceux qui réussissent, ont créé leur chemin du succès. On ne le voit pas, mais eux savent très bien où ils vont. Ils connaissent très bien leurs intentions. Derrière chaque contenu de valeur qu'ils postent, ils savent très bien où ça mène. Et les gens qui ne le savent pas, en fait, ils contribuent au succès des autres. Donc, tu fais quoi ? Tu as une folle envie, tu dis « Oh là là, cet article ou cette vidéo était géniale, je vais faire pareil, ça va fonctionner. » Non seulement ça ne fonctionne pas, et puis en plus, toi, ça te frustre. Parce que, ouais. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas ton authenticité, il n'y a pas tes valeurs. Donc, première des choses, mais c'est évidemment, de toute façon, le business, c'est ça, quoi. Ça part de la compréhension profonde de soi. Il n'y a pas à tortiller. Tu peux utiliser ce que tu veux, n'importe quelle stratégie, n'importe quelle recette miracle qu'on te vend, qui m'énerve profondément, disons-le. Si tu connais pas, si tu sais pas ce qui est adapté à toi, si tu ne sais pas ce qui te convient, ce qui te plaît, dans quoi tu te sens à l'aise, dans quel type de contenu marketing tu t'en vas, dans quelle communication tu utilises en fonction de toi, ça part de toi la communication, ça part pas des autres. Mais tu n'as aucune chance d'y arriver, quoi. Soyons très clairs avec ça, quoi. Oui, donc, oui, c'est apprendre à se connaître, c'est vraiment la base, quoi. Et c'est pas sexy, hein, je reconnais que c'est pas sexy, ça fait pas recette miracle, ça fait pas, comment on dit, titre putaclic, etc. Mais malheureusement, c'est une étape essentielle, fondamentale par où il faut passer. C'est pas très confortable, voilà. Mais bon. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que je les accompagne justement à travailler là-dessus. Effectivement, c'est pas confortable, mais c'est le but du jeu pour y arriver. Tout à fait. Alors, par rapport justement à cette question, le risque aussi de regarder les autres, c'est aussi cette appréhension de copier les autres. Alors que souvent, on a forcément des idées, des pensées que les autres ont eues, ou ont forcément, et même les plus connus.
Alors, comment sortir de cette appréhension de copier les autres, justement? Alors, selon moi, c'est en faisant vraiment la distinction entre modéliser, s'inspirer et copier. Copier, c'est quoi? C'est tu vas prendre un contenu, qu'il soit audio, vidéo, peu importe lequel. Tu prends un contenu, tu récupères la totale et tu barres un petit peu quelques mots, genre personne ne va s'en apercevoir. Voilà, pour pas tirer. Ouais, pour que ça passe vraiment inaperçu. On va pas te voir, tu changes juste quelques mots et tu balances ton contenu. Ça, c'est la copie. C'est un truc qui m'énerve profondément aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs qui m'énervent, hein, selon voilà, ça, c'est le truc que je ne supporte pas. Aussi bien que moi je le fasse, que les autres le font, c'est vraiment un truc qui m'horripile. Après, il y a la modélisation. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut aller voir, on peut, par exemple, tu vas voir une façon de décrire. Il y a toujours des gens qui vont t'inspirer et qui vont te permettre de modéliser. C'est-à-dire qu'on s'inspire de quoi après tout? On ne s'inspire pas du contenu. Personne ne va réinventer la roue. Personne. Tout est déjà dit. Soyons ultra clean avec ça. Tout est déjà dit, tout est déjà fait. Toutes les notions de marketing, sauf en technique, on est bien d'accord. Mais en dev perso ou en business, mais c'est... Voilà, il y aura certainement d'autres méthodes qui seront créées au fur et à mesure des années, mais ce n'est pas le problème. Mais on s'inspire de quoi? De l'énergie des gens, de leurs valeurs, de leur posture énergétique, de leur façon de communiquer. Tout ça, c'est quoi? Ça vient de l'intérieur. Et très souvent, on s'inspire des gens qui sont soit comme nous, soit qu'on rêve d'être, en fait, qu'on rêve de devenir. On l'est déjà. Mais on est bloqué par des peurs, par des doutes, par des croyances limitantes, etc. Mais c'est déjà dedans. C'est ça que beaucoup de gens ont de mal à comprendre. Oui. On l'a déjà en soi. Donc, le truc, c'est quoi? C'est quand tu copies, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas juste aller choper tout ce qui se passe chez la personne. Il n'y a rien qui vient de toi. Tu le copies en te disant, c'est facile. Hein. Pourquoi se casser la tête? Hein, allons-y. Mais faut comprendre que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Même quand on ne connaît pas la personne, ça se voit que ça ne vient pas d'elle. Voilà, parce que dès le moment où tu vas la titiller un peu sur une thématique, où tu lui posais des questions un peu à profondeur, elle perd les pédales. Elle ne maîtrise pas le sujet. Donc, c'est ultra important de comprendre qu'on s'inspire des gens qui nous ressemblent déjà. Sauf que eux, ils ont franchi ce cap que nous, on n'a parfois pas encore franchi. C'est d'oser le montrer, d'oser le faire rayonner, d'oser briller, d'oser le transmettre. C'est tout. Quand tu as compris ça, tu peux y aller sans problème. Parce que le contenu, comme tu dis, personne ne va le réinventer. Mais on peut parler, je ne sais pas moi, de confiance en soi. 10 personnes différentes vont l'aborder, cette thématique de la confiance en soi. Et je vais même plus loin. Comment augmenter sa confiance en soi dans sa vie en couple, dans sa vie de couple. Tu vois, je resserre la niche. 10 personnes vont aborder exactement la même phrase. Personne ne la dira de la même façon. Oui. Parce qu'ils ont une histoire, ils ont un vécu. C'est hyper important. Et c'est en fonction de ça, de tes histoires, de tes expériences passées, de ton vécu, que tu arrives à transmettre avec tes couleurs. Et du coup, forcément, déjà, on voit déjà que la personne qui copie ne maîtrise pas, mais en plus, c'est dangereux. Est-ce que tu peux... Je sais que tu as une expérience là-dessus. C'est dangereux et vraiment quelqu'un... en quoi c'est juste, finalement, se tirer vraiment une balle dans le pied de copier Alors, premièrement, c'est que, contrairement à ce que l'on croit, ça dessert, mais énormément. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol d'être copiés. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Au début, je disais rien. Je me disais, tu sais, c'est l'adage qui dit, si les gens te copient, les voilà. Ouais, mais ça va un moment. Mais après, quand tu te retrouves avec des articles identiques, des pages de vente identiques, mais limite mot pour mot, il y a un moment où toi, tu as travaillé et tu as un peu ras la casquette que les autres ne prennent que ton duplicate et le foutent sur leur truc. Ça, c'est voilà. Donc, avant, je disais rien et puis maintenant, je dis. Voilà. Donc, pourquoi c'est se tirer une balle dans le pied? Parce qu'évidemment, ça te décrédibilise complètement.
Au lieu de te faire passer pour une experte, ça te fait passer pour un loser de haute catégorie, de haut niveau. Parce que du coup, qu'est-ce que les gens se disent quand ils se rendent compte que tu copies? Ben, en fait, que tu n'as aucune expertise, que tu pas connais pas crédible. ben ouais, tu n'es pas crédible, tu ne sers à rien en fait. Ton seul truc, tu as le hobby d'aller choper les infos des autres et de les coller chez toi. Ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Voilà. Et se tirer d'une balle dans le pied, ben, évidemment, parce que moi, je ne suis pas la pire des méchantes quand ça m'arrive. Mais par exemple, les Wonder Business Women, ben, c'est protégé. J'ai déposé la marque. Quand je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui utilisent ce terme, je le dis gentiment une première fois, en expliquant. Mais par contre, ouais, il arrive le moment où si la personne n'a toujours pas compris, mais évidemment que je vais déployer les grands moyens. Voilà. Mais je ne le fais jamais en première intention. Il y a beaucoup de gens qui le font tout de suite, qui ne disent rien, qui balancent des avocats. C'est pas mon genre. On va dire qu'on est dans le bénéfice de l'ignorance, ça va une première fois. Mais voilà. Et à quoi bon copier en fait? Enfin, je n'ai jamais trop compris l'intérêt, à part la facilité de ne pas se casser la tête. Et puis, c'est vraiment répréhensible. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un se rend compte, et ça se fait de plus en plus, les grands du dev perso, du business, etc., maintenant, ils ont tous les outils. Donc, tu vas sur des sites genre Copyscape, etc., tu prends ton contenu, tu copies-colles dessus et tu vas voir sur le net immédiatement, dans les 5 secondes qui suivent, qui l'a copié. Donc, il y en a qui font la chasse à ça et qui passent des journées à faire ça, quoi, pour arrêter justement ça. Et d'autant plus que ça dessert les deux. Sur le SEO, quand Google voit qu'il y a du duplicate content, c'est-à-dire du contenu identique, il fait baisser donc la génération, il fait baisser la fréquentation, le référencement, le référencement, tout. Donc voilà. Oui, puis en plus, là, avec tout, le business en ligne, là, c'est sûr que la réputation est finie, quoi. T'as mis à copier, c'est fini. Et oui, et après, ça va très vite, tu vois, parce qu'avant, les gens ne disaient rien. Aujourd'hui, les langues se délient. Donc, dès le moment, moi, là, ça m'est arrivé récemment, c'est resté dans le groupe. Hein, j'ai pas voulu être une sorcière au point d'aller balancer ça sur les réseaux sociaux parce que la personne qui l'a fait, elle a bien compris. Elle n'avait pas vérifié que le nom était protégé ou pas. Tu sais, très souvent, ça part pas d'un mauvais sentiment. Il faut quand même faire la part des choses, tu vois. Et moi, je préfère axer la première étape là-dessus. Ça ne part pas d'un mauvais sentiment. L'intention n'était pas de copier pour copier, mais de se faciliter les choses ou de ne pas avoir pensé à. Là, concernant cette personne-là, effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit. J'aurais jamais imaginé, j'ai pas pensé à vérifier que ce soit protégé ou pas, enfin, etc. Donc, c'est OK, tu vois, je vais pas passer mes journées à perdre mon énergie avec ça. Mais par contre, les langues se délient et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens le disent. Un tel passe son temps à copier. Je lui mets mes avocats sur les talons. Donc, est-ce que quand tu as une image, ça va très vite sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Quand tu as une telle image, c'est compliqué ensuite de redorer son blason en disant, voilà. Les mauvaises étiquettes, on les colle très vite. Les bonnes, un peu plus longtemps. Oui, voilà, ça met un petit peu plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, mais les mauvaises, ça va très vite. Oui, c'est sûr. Alors, dis-moi, comment développer son business en respectant ses propres valeurs? Ben déjà, il faut les connaître. C'est sûr. J'ai envie de te dire, encore une fois, ça fait partie de la connaissance de soi. Ça non plus, c'est pas du tout sexy. Et c'est pour ça que beaucoup de gens passent à côté, beaucoup de femmes entrepreneurs, même des hommes, hein, ne prennent pas la peine. Tu sais, aujourd'hui, on te vend la stratégie rapide, facile, sans effort. On y va, on fait. Fais cette stratégie-là, tu vas voir, ça va marcher. Dans 3 mois, tu gagnes de l'argent. Dans 2 mois, dans 90 jours, dans 1 mois. Enfin, tu vois, il y a toujours cette espèce de timing, la course contre la montre au succès. Et malheureusement, tout le monde tombe dans le panneau. C'est-à-dire qu'on va aller acheter de la stratégie, on va aller acheter des outils pour réussir, on va se mettre une blinde dans plein de formations, etc. Mais si à la base, tu ne connais pas tes valeurs, comment veux-tu les respecter? Si à la base, tu ne sais pas ce que tu veux, comment veux-tu aller dans un endroit où tu ne sais pas où c'est, où tu ne sais pas ce que c'est, où tu ne sais pas pourquoi tu y vas? Voilà. Donc oui, la première des choses, ça va de soi, quoi. Et puis en plus, le message pour vendre ses formations, c'est tout étudié, comme tu disais tout à l'heure. Hein. De toute façon, le contenu, il est étudié pour nous faire aller là et pas là. Et
Et c'est vite fait de se faire avoir, entre guillemets, c'est pas vraiment se faire avoir. Alors, contre ces structures de pages de vente déjà préétablies, etc., parce qu'elles ne sont pas adaptées à tout le monde. En fait, celui qui gagne de l'argent, c'est celui qui les vend. Après, peu importe qu'elles soient adaptées ou pas, on va toujours te dire, mais tu l'as pas fait comme il faut, etc. Je suis complètement contre ça. Une page de vente, moi, j'ai horreur d'appeler ça comme ça. C'est une page du cœur. D'abord, quand tu fais une page de vente, tu fais une page de valeur. Tu fais une page avec tes valeurs, avec ta promesse de cœur. Moi, les trucs déjà tout établis, tu dois mettre ça, tu dois mettre ça, tu dois mettre ça, ça me gonfle. Pourquoi? Parce que tout le monde, on a le droit, et moi, la première, d'être hors de la boîte. Je ne suis pas quelqu'un de conforme à la société, je l'assume complètement, et je n'arrive pas à me plier aux stratégies déjà préétablies parce que je sais pertinemment que la façon dont ça va se dérouler ne convient pas à qui je suis. Ça ne matche pas avec ma façon que j'aurais de parler habituellement. Donc, tu vois, moi, mes pages, par exemple, je ne les structure absolument pas. Alors, je sais ce qu'il faut y mettre dedans pour que les gens comprennent mon message, pour qu'ils aient envie de me rejoindre ou sur un atelier, sur un coaching, sur une formation, j'en sais rien, peu importe quoi, peu importe. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai jamais fait et que je ne sais pas utiliser, c'est ce genre de stratégie, par exemple. Une page de vente, je vais te l'écrire comme je parle, comme je le sens, comme je te le dirais en face de moi, elle sera écrite comme ça, tu vois. Donc, voilà. Donc, apprends. Et ça aussi, si tu veux réussir à faire ça, tu dois. Et c'est pas sexy, je l'accorde complètement. En fait, c'est le plus chiant qui a le plus de succès. C'est ce que tu vas faire de moins sexy et de plus chiant qui va te ramener le plus de succès. Mais c'est pas très, très vendeur à la base. Sauf quand tu commences à l'adopter, à l'appliquer, à le comprendre, c'est là que tu vois des résultats. Tu vois? Oui, ok. Voilà. Ok, top. Alors, quelle est la première... Alors oui, bon, ça on a déjà un petit peu abordé, mais quelle est la première problématique des femmes entrepreneurs qui font appel à toi? Officiellement, j'ai pas de message, j'ai pas de positionnement, j'arrive pas à me démarquer, j'arrive pas à être visible. Tout ce que je fais, c'est un flop. Tout le monde se fout de ma communication, enfin, pas de génération, pas d'interaction, il n'y a rien qui se passe. Je suis un coach, un thérapeute ou une entrepreneur lambda. Je veux sortir du lot, j'y arrive pas. Ça, voilà. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Ce qu'elles ne savent pas, quand elles viennent me voir, c'est que, évidemment, que c'est ce qu'on va travailler, le message, le positionnement. Et évidemment, pour le personal branding, évidemment qu'on va le travailler. Mais toute la partie, par exemple, en coaching privé, je fais 1 mois de travail avec elles où on va parler de tout sauf du business. Clairement. Parce que moi, le business ne m'intéresse pas si je ne connais pas la personne. Il ne m'intéresse pas si elle ne sait pas elle-même qui elle est. Et on en revient toujours au même point, tu vois. Donc, c'est de l'introspection massive, c'est aller chercher ses peurs et ses blocages les plus profonds, enfouis, cachés, oubliés, pour se dire, putain, mais en fait, c'est ça que je me traîne depuis 30 ans qui m'empêche d'avancer. Et quand on sort le nez du caca, ben, ça va tout de suite bien mieux. Voilà, donc oui, elles viennent oh oui, toutes me voir pour ça. Ouais. Et du coup, explique-nous justement ta méthode d'accompagnement. Donc, comment tu parviens à transformer tes clientes? Donc, tu nous dis déjà premier mois, enfin, en tout cas pour le coaching, c'est coaching privé, c'est premier mois, c'est introspection. Massive. Alors, je vais peut-être t'étonner, mais encore une fois, et toutes mes clientes le savent, hein, je le dis avant de démarrer un coaching, avant qu'on signe un contrat ou quoi que ce soit, je n'ai aucune structure préétablie. D'accord. Comme la page de vente, finalement. Exactement. Tu vas vraiment au feeling. Ouais. Alors, c'est pas au feeling, mais je travaille vraiment sur mesure. Je me verrai très mal, quelle qu'elle soit, ces nanas-là qui viennent me voir, leur donner, par exemple, des exercices sur 4 mois, les mêmes exercices pour toutes, les mêmes réflexions à faire pour toutes. Alors ça, c'est pas possible, je sais pas le faire de toute façon. Par contre, je sais sur quoi on va travailler, forcément. Elles savent pourquoi elles viennent vers moi.
Mais c'est pas le premier mois introspection, le second mois la clarification, le troisième mois message positionnement et puis personal branding. C'est pas comme ça du tout que ça se passe. Elles se rendent compte parfois qu'au bout de la deuxième session, elles se sont même pas aperçues, mais elles ont déjà commencé à attaquer leur message. Moi, je le dis pas. Mais en fait, le but du jeu, c'est de remontrer à ces femmes qui viennent me voir, leur montrer dans le miroir qui elles sont vraiment. Le potentiel qu'elles ont et qu'elles n'ont jamais exploité, toujours pareil, à cause des peurs, des croyances, des blocages, des doutes, des machins, enfin, de leur éducation, de leur expérience, de leur vécu. Voilà. Dès qu'on a fait sauter tout ça, ça c'est mon plus gros kiff, là on peut partir sur des bases saines. Et là, à partir de là, donc sur les 3 mois restants, on va travailler avec un nouvel œil, un nouveau regard sur son business et sur qui on est. Forcément, un nouveau message, forcément une nouvelle mission. C'est la même à la base, mais elle est vue avec un regard complètement différent. Avec des yeux de femmes qui sont passées d'un moi statique, d'un moi momifié et nécrosé par toutes ces peurs et ces croyances, j'appelle ça les wonders d'aujourd'hui, quoi, puisque bon, moi, c'est mon branding, mais voilà, à la femme dans toute sa puissance et sans toutes ces cochonneries qu'elle s'est traînées pendant toutes ces années et qui l'ont clairement empêché de réussir. Voilà, donc toi, non, je n'ai pas de structure, non. Tu dois ressentir une grande fierté quand tu vois tes clientes je pleure. Justement, s'épanouir comme ça. Finalement, c'est vrai, tu pleures. Systématiquement. Ouais, elles le savent. Hein. J'ai toujours un paquet de ex au bout quand on se dit au revoir, c'est horrible. C'est horrible, mais bien sûr, évidemment, il y a l'ego qui monte là, qui te dit oh, cocotte, regarde ce que tu as réussi. Lui, je le fais un peu taire. Et là, je me projette sur elle, en fait, et je vois d'où elles partent, de la douleur et de la souffrance avec laquelle elles arrivent de rester sclérosées dans un business qu'elles ont mis tout leur cœur à créer avec des espoirs pas possibles, etc. Et pourtant, complètement laminées, quand elles arrivent, elles sont fatiguées, ces femmes-là, quoi. Elles sont fatiguées de pédaler dans la choucroute, de faire tout ce qu'on leur a dit de faire, mais que ça ne marche pas. Donc, je suis très fière d'elles et des épaules qu'elles ont pour supporter ce type d'accompagnement. Elles en veulent vraiment. Ces nanas-là que j'accompagne, c'est des femmes qui en veulent vraiment. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Hein, de toute façon. Oui, c'est sûr. C'est top. Alors, un conseil que tu as envie de donner aux femmes entrepreneurs qui ont envie de percer, mais justement qui ne parviennent pas à faire décoller leur activité. Alors, oui, on a parlé déjà de se connaître. Est-ce que ça va être ça ton premier conseil? Alors, le premier conseil, ben, évidemment, ça va être celui-là. Mais après, j'ai envie de te dire qu'une fois que tu te connais, c'est hyper important de se poser 3 minutes, 3 heures, 3 jours, 3 mois s'il faut, on s'en fout. Mais de redonner de la clarté. Justement pour revoir. Alors, une fois que tu te connais vachement mieux, attention, apprendre à se connaître, c'est ultra compliqué de le faire seul. Ultra compliqué. Moi, je l'ai fait tant que j'ai pu. Ça a duré 3 ans. Après, je me suis fait accompagner parce que il y a des choses que tu n'oses même pas te dire toi-même et que tu ne vois pas toi-même. Pourtant, tu crois que tu sais tout de toi, hein, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est pour ça que je le prends prêche pour ma paroisse, mais que ce soit moi, quelqu'un d'autre ou seul, c'est ultra important d'apprendre ça, quoi. Et puis, une fois qu'on a appris, la clarté du... C'est quoi ta vision, en fait? Pareil, la vision, elle est sclérosée. On a tellement dit, mais ça, tu n'y arriveras jamais. Mais ma pauvre, mais t'as vu, mais t'as des projets de dingue, mais ça ne sert à rien. Mais c'est impossible. En France, tu n'y arriveras jamais. T'as pas les compétences, t'es nul, t'es pas capable, tu connais pas assez, tu connais personne, t'as pas de réseau. Voilà. Donc, retrouver... J'appelle ça, moi, la vision grandiose, c'est-à-dire la plus grande des visions que tu n'as jamais osé avoir, même si elle te paraît démesurée, parce que si elle t'appelle cette vision-là, c'est que c'est la tienne, et c'est que tu dois y aller. Voilà, tu dois y aller. Ton kiff, le kiff de ta vie, c'est ça, tu dois y aller. Après avoir fait une grande vision, évidemment qu'on travaille sur la mission, clarifier la mission,
c'est quoi la raison d'être de mon business? Pourquoi aujourd'hui, je fais ce que je fais? Qu'est-ce que c'est qui m'appelle derrière ça? Qu'est-ce qui vient me chercher? Pourquoi je suis autant déterminée à travailler là-dessus et pas, peut-être, je te donne mon exemple, ou même le tien, pourquoi je n'irais pas travailler sur les couples, sur les mamans solo, sur l'administration, j'en sais rien moi, tu vois. Donc, pourquoi ça précisément? Et puis après, la clarification, elle s'amène toute seule. Hein. Une fois que tu connais ta mission, ben, ton message, ton positionnement avec ton personal branding, qui tu es en fonction de ta personnalité, etc. etc. Et puis voilà, une fois que tu as clarifié, ben là, ça s'appelle la pose des objectifs, quoi. Des vrais. Des vrais objectifs. Il y en a trop qui posent de faux objectifs, qui passent leur vie à courir derrière les faux objectifs. Clairement. Clairement. Un objectif, c'est vraiment être au clair et savoir mais pourquoi tu poses cet objectif, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux écrire un livre, pourquoi tu veux créer une formation, pourquoi tu veux devenir conférencier, c'est quoi qui t'anime là-dedans? Les trois quarts ont cette image de la réussite, elles l'ont appelé objectif, mais c'est pas leur réussite. Elles ont cru que la réussite était de passer par la conférence ou par le livre ou par la formation pour y arriver. Parce qu'elles se sont trop inspirées de conférenciers qui ont réussi et elles imaginent que c'est encore une fois la voie royale pour accéder au succès. Tu vois, donc des faux objectifs tout le temps et tout le monde en a. Donc c'est hyper important d'aller vraiment travailler là-dessus aussi. Ok, super, merci. J'essaie de te donner un maximum pour ta communauté. Ah, c'est super. Voilà. S'il en manque, dis-moi, je rajoute, dis-moi, je ne sais pas. Non, c'est top. Non, c'est vraiment top. Okay. Je partage. Merci beaucoup, Élodie. Alors, professionnellement, est-ce qu'il t'arrive de douter et comment ça se manifeste? Ah oui, alors ça, c'est la question. La question, en fait, tout le monde va. Ah, bien sûr. Non, c'est vrai. Mais après, voilà, qu'est-ce que tu fais pour dépasser ça, en fait? Celui ou celle qui te dit qu'il ne doute jamais est le pire des menteurs de la planète. Je serai tous les gens que je connais, 100% des gens que je connais sont dans le doute quasi permanent. Tu vois, je vais loin. Et c'est normal de douter. Il y a toujours cette petite voix là-bas derrière, là, tu sais, à cet endroit-là, qui me dit mais non, mais tu ne devrais pas faire ça. Tu rappelles-toi, la dernière fois, tu as merdé. Ne refais plus, laisse tomber, reste tranquille, ne fais plus rien. Voilà. Donc, évidemment que les doutes, tout le monde en a, et moi la première. Chaque action que je pose au quotidien me fait douter. Et les questions, c'est est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être suffisamment de valeur? Est-ce que ça va aider les gens? Est-ce que c'est le doute. C'est le doute. Donc, comment je fais pour traverser ça? Quand je me pose ce genre de questions, je le retourne en « et si ». C'est-à-dire que si, au lieu de me dire est-ce que ça va aider les gens, je me dis et si ça aidait les gens? Et si la réponse, elle me dit ouais, débile que t'es, évidemment que ça va aider les gens, c'est ok. Et si je sens qu'il y a encore un truc qui manque, alors je rajoute dans ce cas-là, de quelle façon je vais pouvoir donner encore plus aux gens? De quelle façon je vais pouvoir aider plus les gens? Tu vois? Donc, voilà comment je me débrouille pour traverser les doutes et leur dire d'aller se faire voir un peu ailleurs, que j'ai autre chose à faire. Voilà. Le SI est très intéressant, ouais. Finalement, de transformer le SI par le SI. Ouais. En fait, j'ai toujours trouvé des techniques, ça c'est de tout le temps. Surtout depuis que je suis dans le développement personnel, dans le business, etc. Toujours, quand je sens qu'il y a des phrases qui me cassent les pieds, genre comment? Le comment, c'est vraiment un truc qui m'a obsédée pendant des années. Mais comment je vais faire pour faire ça? Mais comment je vais arriver à faire ça? Mais tout le temps. Et ça m'auto-gonflait. Je me supportais plus en train de me dire, mais tout le temps, mais putain, mais jusqu'à quand tu vas te demander comment tu vas faire? Tu ramènes en réalité pourquoi tu veux le faire. Si la réponse, elle vient d'ici et pas de là, ne te demande plus comment. Tu vois, là, je suis en train de monter un projet, là, j'en dirai plus peut-être tout à l'heure ou une autre fois. Je suis en train de monter un truc, ça m'a pris comme une envie de faire pipi.
C'est-à-dire, ça virait, ça tournait dans ma tête. Il n'y avait pas le déclencheur encore. Je me disais, comment je peux contribuer? Toujours le comment. Et ça venait pas. Tu vois, comment je pourrais. Ça m'a gonflé. Je me suis dit, bon, et si tu contribuais, de quelle façon tu pourrais contribuer pour toucher un maximum de femmes, que tu puisses aider un maximum de femmes, etc. Wow, d'un coup, d'où la réponse arrive. Tu vois? Donc, c'est ultra, ultra, mais encore une fois, capital. Tout ce que je te dis, c'est capital. Pour moi, hein, selon moi, hein, en attendant. Voilà. Et est-ce que tu veux en dire plus, justement, dans la question justement, ce que tu es en train de mettre en place? Est-ce que tu veux en parler? Alors, oui, alors c'est presque abouti là, puisque bon, ça va se passer au mois de juin. J'aime pas trop parler des débuts de projet, ouais. mais on est entre les deux là, si tu veux. Ça y est, la première partie, la grosse partie est aboutie. J'aimerais un petit peu garder la surprise aussi, c'est dans pas longtemps. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a quelque chose qui va se passer où je réunis sous un format que vous découvrirez bientôt un gros paquet d'entrepreneurs du monde entier qui vont donner leur expertise gratuitement à un maximum de femmes entrepreneurs. Voilà, donc je suis en train, là, ce soir, je pense avoir bouclé mon timing. Voilà, c'est comme ça, voilà. En tout cas, vous en saurez plus, tu en sauras plus, et puis les autres aussi bientôt. Oui, tout à fait. On a eu un petit spoiler, non? On attend. Un mini-spoiler, un mini-spoiler, ok. Alors, dis-moi, est-ce que, donc, pour toi, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui existe? Et comment tu le préserves, cet équilibre? Il n'a pas toujours existé, très honnêtement. Quand moi, en 2016, je me suis mise sur le net, c'est-à-dire que je me suis plongée dans Internet H24. Honnêtement, je vais être très honnête avec toi. Et parce que je suis assoiffée de connaissances, je suis passionnée par ça. Le problème de la passion, c'est que tu ne vois pas les heures passer. Que tu peux travailler, moi je peux travailler 15 heures dans la journée, c'est comme si j'avais travaillé 1 heure. Quoi. Pour moi, voilà. C'est ça le problème de la passion. Le problème, entre guillemets. Donc oui, au début, l'équilibre pro-perso n'y était plus du tout. Et puis après, un jour, mon mari et ma fille, qui habite encore avec nous, puisqu'elle était encore jeune, m'ont fait cette remarque de me dire, mais en fait, tu as choisi ce job-là, tu as choisi ce business-là, mais du coup, nous, on n'existe plus. Je ne l'avais même pas remarqué. Je m'en étais même pas aperçue. Donc, oui, comment je fais aujourd'hui pour le préserver? En ayant créé un planning pro-perso où je me garde des après-midi pour moi, des week-ends. Maintenant, ma fille habite à Paris, donc je n'ai plus la problématique de l'amener à l'école ou quoi que ce soit. Enfin, ça fait bien longtemps que je l'amène plus. Mais voilà, j'ai créé comment on peut dire ça, un organisateur planificateur pro-perso. Les après-midi ou les matins que je me réserve, les blocs de temps, même 1 heure, même 10 minutes, c'est pour moi et pour mon mari. Il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus rien. Voilà. Et puis, pareil pour les week-ends. Avant, je travaillais 7 jours sur 7. Ouais. Aujourd'hui, les week-ends, c'est terminé. Oui, si j'ai des trucs urgents, effectivement, je me cale des petits blocs de temps. Tu vois, c'est inversé. Petit bloc de temps pro, gros bloc de temps perso sur les week-ends. Oui, voilà. Voilà. Donc, je joue avec ça. Après, je ne le respecte pas tout le temps, c'est la vérité aussi, parce que des fois, j'ai des trucs qui me tombent, des idées qui m'arrivent, je n'avais pas prévu, ça me sort, je le fais. Mais je fais hyper attention. Et puis, la communication aussi. Communiquer avec son conjoint pour garder justement cet équilibre pro-perso, il est impératif. Oui. Il a besoin de confiance. Je dis il parce que, bon, nous, on est des filles, mais peut-être que des hommes écouteront aussi ton interview. Mais les conjoints et les conjointes ont besoin d'entendre quels besoins on a.
ce qui nous fait vibrer. C'est quoi nos rêves? Où on s'en va avec ça? Il y en a beaucoup qui ne le disent pas, en fait. Oui. Tu vois, qui restent sur Internet et le conjoint croit que toute la journée, on s'amuse sur le net ou on fait des conneries à regarder les vidéos Facebook. Mais moi, pas du tout, personnellement. Mais le conjoint ne peut pas deviner ce qu'on a dans notre tête, même s'il nous connaît depuis 20 ou 30 ans. Donc, c'est primordial de communiquer sur nos rêves, nos besoins. Pourquoi on garde beaucoup de temps sur Internet? Pour avancer, pour créer tel truc, pour avoir des interviews comme aujourd'hui. Enfin, voilà quoi. Voilà moi comment j'ai fait. Ah ouais. Et du coup, c'est un planning que tu as adapté à toi. C'est pas quelque chose que tu as trouvé, encore une fois, c'est vraiment quelque chose que tu t'adaptes. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque, tu vois, en prévision, ça fait tellement longtemps que je m'en sers et que je m'en sers pour mes objectifs, pour planifier mes trimestres, pour planifier mes semaines. Je m'en sers tellement et c'est tellement efficace pour moi que je pense que c'est vraiment un produit que je proposerai, mais que je montrerai parce qu'il ne pourra pas convenir à tout le monde, encore une fois. Mais en tout cas, s'il convient, c'est du pain béni parce que moi, ça a changé ma vie, quoi, clairement. Et dis-moi, justement, j'ai une question qui me vient là au niveau de la planification des objectifs ou tu vois qu'est-ce que toi, comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tu conseilles de planifier tes objectifs ou tout ça sur le mois, sur le trimestre, sur le semestre, sur l'année? Parce que ça, c'est pareil, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais c'est une question qui revient souvent. On ne sait pas finalement comment… Alors, moi, je dirais que chacun est un peu à l'intuition. Le problème de mon intuition à moi, c'est que j'ai beaucoup tendance à m'éparpiller. J'ai beaucoup tendance à… J'ai une idée qui me vient comme ça. Et je me dis direct, et si je la crée? Mais systématique, ça veut dire que si je m'écoute, je dois avoir 365 projets pour l'année. Un par jour. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait. Je planifie à l'année, d'abord. Et je me mets un gros projet par trimestre. Pour mettre un gros projet par trimestre, je les liste par objectif prioritaire. C'est-à-dire que je peux avoir 650 000 objectifs. Dans toute cette liste, qu'est-ce que c'est qui me fait vraiment vibrer? C'est vers où que j'ai envie d'aller. Parce que je peux te dire que je peux créer une formation, deux formations, puis 3 coachings collectifs, puis une académie, puis un agenda, puis un livre, et puis on peut y aller tant que tu veux. Et au final, qu'est-ce que c'est qui te fait vraiment vibrer? Vers quoi tu t'en vas? Donc, je me pose cette question. Je me planifie un gros truc là pour chaque trimestre. Donc, ça m'en fait 4. Et en parallèle à ça, je sais que j'ai mon fil conducteur, c'est-à-dire mes impératifs, les trucs récurrents que je fais, genre la communication Insta, la communication Facebook, mes posts, mes campagnes email, etc. Ça, c'est un truc que je fais toute l'année, donc je le rajoute pour que je vois au final si c'est pas « Wow, attends, tu t'en mets trop là sur la casquette, c'est trop. » Après quoi, une fois que je les ai placés, ça me permet de les visualiser, de voir clairement si c'est jouable. Dans le cas où c'est jouable, je les reprends un par un et on fait par trimestre. Et sur chaque trimestre, je me dis, admettons, par exemple, ce projet-là dont je te parle qui va sortir, c'est un projet qui m'est venu la semaine dernière. Au mois de janvier, quand j'ai fait ma planif, je ne savais pas que j'allais penser ça. Mais c'est un truc qui m'anime tellement fort, qui me tient tellement à cœur, que pour mon deuxième trimestre, j'ai fait sauter mon objectif. Parce que quand je les ai mis en concurrence tous les deux, j'ai vu que celui-là, que je suis en train de faire, il était beaucoup plus puissant quand je les ai mis donc en rapport tous les deux que celui que j'avais écrit. D'accord. Et il a pris sa place naturellement. Ça ne veut pas dire que j'y renonce. Oui, voilà, mais plus tard. Ça veut dire que je le déplace, tout simplement. Voilà. Et puis après, oui, je repars sur une fois que j'ai mon trimestre. Là aussi, c'est quand même en 2 minutes, je vais essayer de te le dire le maximum, mais ça prend quand même un peu plus de technique et de réflexion. Mais très clairement, une fois que j'ai mon objectif sur le trimestre, alors par exemple, je te dirais, allez, tiens, je vais créer une formation en ligne. Une formation qui va me prendre 3 mois, parce qu'elle est énorme ou quoi que ce soit. Je te dis n'importe quoi, c'est un exemple. Ok. Donc, je dépiote chacune des étapes de cette formation en ligne en tout.
le contenu, le contenant, la date, mais tout dans le moindre détail. Et après, je les place. Donc, j'en fais mon plan d'action et je les place. Si je sais que j'ai besoin, par exemple, pour cette formation, je vais la faire en 5 modules, clairement, module 1, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Combien de temps ça va me prendre pour chacune des parties de ce module à être créé? Sous quel format je le fais? Audio, vidéo, PDF, la totale, avec des exercices, pas des exercices, etc. Tu vois, je déploie tout. Il faut que j'ai une vision claire de tout le projet dans ses moindres détails. Voilà. Et puis après, je les place et puis ça peut varier. Je peux faire péter un projet que je n'ai pas encore démarré, mais je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris encore de me mettre des bâtons dans les roues? J'arrête ces conneries, quoi. Voilà. Donc, je le fais sauter, j'en mets d'autres. Voilà. En réalité, c'est beaucoup plus pour avoir une vision très claire de là où tu es sur l'année, mais en te laissant la respiration profonde de te dire c'est flexible. En réalité, je décide. Si j'attaque ce truc, je vais jusqu'au bout, sinon je ne le fais pas, ou je le déplace. Voilà. C'est juste vraiment pour te mettre le pied à l'étrier et savoir où tu vas tous les jours, quoi. Parce que sinon… Oui, autrement, tu ne sais pas où tu vas et c'est une catastrophe. Mais tout en se respectant et sans se mettre de pression, en se disant, si ce projet-là, comme tu dis, il vibre plus au moment où je veux le faire, je le fais pas. Ah, mais complètement. Pas forcément partir dans le si, j'ai dit que je le faisais, donc je le fais. Ah non, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Non, si le truc ne vibre plus, même s'il est en cours, ça m'est déjà arrivé, de préparer par exemple un collectif, un accompagnement collectif, en plein milieu de la préparation, je sens à l'intérieur, ça ne va pas le faire, je le sens. J'ai plus envie. Il y a un truc qui s'est dégonflé à l'intérieur, il n'y a plus la vibration, il n'y a plus le peps que j'avais au début, mais j'arrête complet. Pourquoi je vais perdre mon temps à faire un truc dans la résistance et tu vois? Non, je next direct. Ouais. Ok, super. Dis-moi, donc, par rapport, on a parlé donc tu fais donc du coaching privé. Est-ce que tu as tu proposes d'autres choses? Alors, jusqu'à maintenant, je faisais beaucoup de coaching privé parce que c'est vraiment un truc qui me fait archi vibrer. Mais vraiment. Alors, coaching privé, après des petits groupes de collectifs aussi, mais alors ça, c'est vraiment un truc qui m'anime profondément. Là, depuis cette année, 2020, ça a été l'année du plaisir, de la contribution, du fun et de l'ouverture de l'éventail. En privé ou même en petit collectif, je ne peux pas aider comme je le souhaite un maximum de femmes. C'est toujours très restreint, surtout qu'en privé, je n'en prends que très peu. C'est pas du tout pour me la péter, mais aujourd'hui, je fais une sélection pas possible parce que je sais précisément qui je veux amener par rapport à là où elles veulent aller. Et moi, j'ai besoin, comme tout le monde, je pense, j'ai besoin que ce soit vraiment une espèce d'harmonie, de symbiose, tu vois, entre ma cliente et moi. Donc, oui, je n'en prends pas des masses. Voilà. Donc, effectivement, cette année, plaisir, fun, contribution, partage et tout ça, c'est venu me chercher très, 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 très fort avec ce projet que je suis en train de mettre à l'œuvre, là, d'ici ce soir, demain. Et certainement la création cette année d'une académie, en fait, pour que je puisse ouvrir mes connaissances, mes compétences, mon expertise à vraiment un maximum de femmes. Et ce qui m'importe beaucoup, c'est l'aspect, la valeur communautaire. C'est-à-dire que la puissance du collectif, la puissance de la communauté, la puissance du grand groupe, en fait, et non pas des petits groupes, pour qu'il y ait vraiment de l'interaction entre elles, que je vois, moi, les résultats quand on ouvre une académie et qu'il y a toutes ces femmes qui y rentrent, qui peuvent s'entraider, qui se tirent vers le haut, qui se soutiennent. C'est magique. Pour moi, c'est magique. Donc, je pense que c'est celle-là. D'accord, super. C'est top. Normalement, 2020, tu vois, je m'engage à te dire un truc, mais si dans ma planif, ça ne fonctionne plus, je ne le fais pas. Voilà, c'est ça. Donc, je ne prends pas de risque, en fait. Mais non, mais très clairement, je pense que oui, effectivement, c'est un projet qui va aboutir sous peu. Et oui, je vois bien aboutir, moi, ce projet pour toi, c'est sûr. Ah ouais, j'en meurs d'envie, en fait. J'en meurs d'envie parce que ça fait trop longtemps que j'ai réfléchi. Mais le fait de faire du coaching privé, quand même, j'en prends pas beaucoup, mais ça prend du temps. Je
je m'engage là-dedans. Quand je m'engage dans un coaching, c'est pas pour faire des miettes, c'est à fond. Donc, pour moi, c'est hyper important de respecter ça. Et du coup, il y a, puis, enfin, on va être très clair aussi, un accompagnement privé, ça a un coût. C'est un investissement qui n'est pas abordable pour tout le monde, de façon très transparente. Donc voilà, ça aussi, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est ouvrir cet accès justement, d'une façon un petit peu différente, mais tellement plus puissante avec la force d'une académie et non plus du 1 à 1. Voilà. Donc ça va mêler les deux. Offrir la qualité du privé dans une académie. Ok, d'accord, c'est top. Merci. Donc, pour finir, Elodie, j'ai 2 petites questions à te poser, alors qui n'ont rien à voir avec le travail. C'est ma petite signature, j'adore cette. Donc, alors, est-ce que tu peux nous citer ton livre préféré? Tu vas être choquée. Ah. Alors, ça n'a rien à voir. Alors, non, ce n'est pas Tintin et Milou, quoique ça aurait pu. Ouais. Mais non, c'est un livre qui me suit depuis mes 17 ans et que je relis encore régulièrement. C'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. D'accord, oui, je l'ai lu aussi quand j'étais au lycée. Voilà, c'est un truc, encore une fois, qui a marqué mon adolescence et je ne m'en décroche plus de ce bouquin-là. Je prends au pif, je relis une des parties. Enfin, c'est pas un bouquin, c'est un recueil. Mais voilà, je trouve ça représente vraiment qui je suis. Le spleen, l'idéal, le blanc, le noir, la puissance et la douceur. Tu vois, c'est tellement moi. Je n'ai pas la prétention d'être Baudelaire, hein, attention. Oui, non. Mais, non, remettons les pendules à l'heure directement. Hein, voilà. Bien que mon père s'appelle Charles, hein, enfin, je dis ça. Bah voilà, quand même, il y a une coïncidence. Voilà. Non, mais vraiment, c'est rien à voir avec le dev perso, mais c'est vraiment pour moi le livre, enfin, si on peut l'appeler ça comme ça, de ma vie, clairement. D'accord. Et puis après, en développement personnel, purée, je pourrais t'en sortir 60. Là, le dernier que j'ai lu, c'est celui de Gary Vaynerchuk. Je ne me rappelle même plus le titre. Alors, je m'attendais à quelque chose. Allez, je vais casser Gary Vaynerchuk. Mais mon Dieu, honte à moi. Je ne vais pas le casser du tout, mais de mon propre point de vue par rapport à la qualité qu'il délivre, à la valeur qu'il délivre dans ses vidéos, dans ses conférences, etc. Enfin, moi, je l'écoute beaucoup. Ce livre, il m'a un peu déçue. Parce que c'est beaucoup d'exemples de... Alors, c'est chouette, hein, c'est inspirant. C'est beaucoup d'exemples de gens par où ils ont démarré, comment ils en sont arrivés à réussir. C'est chouette, tu vois. Mais je m'attendais à beaucoup plus de web marketing. Venant de lui, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus marketé, enfin en mode prends les étapes sur, je sais pas moi, ta visibilité sur tes réseaux sociaux. Lui, c'est ça, quoi, son expertise, hein, c'est les réseaux. D'accord. Voilà. Donc, il y a ça. Puis là, j'attaque devenir super conscient, que j'ai devant moi, mais que je n'ai pas encore ouvert, soyons très honnêtes. Et les meilleurs livres, enfin, ceux qui m'ont le plus changé ma vie, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent et Comment se faire des amis. Je crois que c'est mes 3 livres de prédilection. Ouais, Comment se faire des amis, il est ressorti dans 3 interviews quand même. C'est fou. Hein. Tu sais pourquoi, moi, il m'a marqué? Parce que, en fait, quand j'ai vu le titre, je ne sais plus qui me l'avait conseillé, mais c'était au début où je ne comprenais rien au dev perso. Enfin, moi, je débarquais comme une fleur là-dedans. Hein. Je ne savais même pas ce que c'était, quoi. Et quand on m'a dit t'as qu'à acheter le livre Comment se faire des amis, je me suis dit, mais il m'a pris pour qui, lui là? Oui, c'est ça. Il m'a pris pour une asociale qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de. Ouais. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. C'est tellement plus loin que ça. Voilà. En fait, c'est la phrase d'accroche, le titre accrocheur par excellence. Hein. Voilà. Non, il y en a tout plein, mais ouais, je crois que c'est les 3 qui m'ont vraiment. Mais en fait, c'est ce que j'ai lu au début de ma connaissance du développement personnel, donc forcément, ça m'a impacté. C'est ce qui m'a le plus ouvert les yeux. Tu vois, peut-être que si je les lisais aujourd'hui, ça aurait un impact différent. Oui, ça aurait un autre. Ouais, c'est sûr. Voilà.
Ok, d'accord, bah super. Et la dernière question, quelle est ton activité préférée hors du travail? Si je te le dis, ne rien faire. Mon activité préférée, Ça, c'est top. c'est ce moment, mais complètement dingue de lâcher prise, de décrochage, parce que c'est vrai que je fais beaucoup d'activités tout le temps. Et du coup, ma plus belle activité, c'est de rien faire en fait. C'est de me dire, relâche, Netflix, ok. Pizza, ok. Tout ce qu'il ne faut pas, tu vois, tout ce qu'on te dit de ne jamais faire, eh bien, je le fais. Mhm. Sinon, non, mais des activités, j'adore tout ce qui est artistique. Oui. J'adore la musique, j'adore la peinture, j'adore le chant, j'adore la danse, toute forme d'art. Je suis passionnée par ça. Ça ne veut pas dire que j'en fais à toute, Mhm. mais j'adore écouter, lire, voir, m'émerveiller. Ouais, je crois que c'est vraiment pour moi, c'est une vraie activité à part entière, quoi. Mhm. Euh, Partager avec les gens. Après, tu parlais de quoi? D'activité physique ou un truc comme ça? N'importe. C'est pour ça que j'ai Oui, pas précisé. Donc, c'est très bien. non, ça va. Ah ouais, c'est bon, t'es Dans dedans. les listes, impeccable. Voilà, super. Écoute, merci beaucoup, Elodie. Alors, je mettrai les liens pour te suivre et tout ça en dessous de la vidéo. Voilà, il me reste plus qu'à te dire un grand, grand, grand merci parce que vraiment, tu nous as livré vraiment un plein de pépites. Donc, je pense que voilà, les femmes entrepreneurs qui vont écouter ça vont vraiment avoir du plaisir à écouter. Et voilà. Hein. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, pour toutes celles qui nous regardent en ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine interview. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié des sorties des prochaines vidéos. Voilà. Merci encore, Elodie, et à très Merci à bientôt. toi, c'était un honneur. J'étais ravie de participer à ce moment avec toi. Je te dis à bientôt Oui, et à merci bientôt. encore. Merci beaucoup, Elodie. À bientôt.